L'Alaska est une terre où la beauté naturelle coexiste avec l'abîme et où chaque horizon cache quelque chose que l'homme ne peut expliquer. Ici, parmi les chaînes de montagnes, le pergélisol et les rivières glacées, des gens disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Aucun signe de lutte, aucun corps, aucune réponse à la question principale. Qu'est-il leur arrivé? Les rapports officiels attribuent sèchement ces disparitions à des accidents, des tempêtes ou des animaux sauvages. Mais les habitants murmurent autre chose. Ils disent qu'on n'est que quelque chose vit dans ces terres, qui n'obéit pas aux lois que nous connaissons. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 disparitions qui défient la logique et le bon sens. Ces histoires ont tout pour elles, des découvertes inexpliquées, une absence totale de traces et des détails qui vous donneront des frissons dans le dos. Nous commençons en janvier 1992, lorsque Leslie Jonathan, un trappeur expérimenté, s'est lancé dans son itinéraire habituel de 3 jours le long du Delta Creek gelé et n'a jamais été revu. « 28 janvier 1992, la chaîne de montagnes de l'Alaska, près du col Hoyes. L'air est si froid qu'il brûle les poumons. La température avoisine les 26 degrés. Pour Leslie Jonathan, ce n'était pas un travail, c'était un mode de vie. À 45 ans, c'était un trappeur pur et dur, l'un des rares à vivre encore selon les anciennes coutumes de l'Alaska. Il n'était ni un touriste, ni un fonctionnaire en uniforme, mais un trappeur dont la famille exerçait ce métier depuis des générations. Ses montagnes et ses rivières étaient son foyer. Il savait lire les traces comme d'autres lisent là les livres, prédire le temps à la couleur du ciel et connaissait les habitudes de tous les animaux de la région. Ce matin-là, il s'était lancé dans son itinéraire habituel de 3 jours, le long des sentiers pour vérifier ses pièges à Martre et à Castors, le long du Delta Creek gelé. Il avait fait cela des centaines de fois. Il disposait d'un attelage de 6 malamutes robustes et expérimentés, d'un traîneau chargé de tout ce dont il avait besoin et de son vieux fusil Marlin calibre .336, non pas pour se protéger, mais comme outil de travail. Il avait conclu un accord avec la station du service des parcs. Tous les 2 ou 3 jours, il donnait de ses nouvelles par radio pour signaler qu'il allait bien. Ce n'était pas une obligation, mais une précaution, prise par tous les hivernants locaux. Il était censé donner signe de vie le soir du 30 janvier, mais la radio resta silencieuse. Il ne donna pas signe de vie le 31 non plus, ni le 1er février. Au début, cela ne sema pas la panique. Ce genre de choses arrive en Alaska. Les blizzards, les pannes de radio. Mais Jonathan était connu pour son incroyable sens des responsabilités. S'il avait pu contacter quelqu'un, il l'aurait fait. Le 3 février, son voisin le plus proche, qui habitait à 80 km, et le coordinateur du service du parc ont compris que quelque chose n'allait pas. Le 4 février, après 2 jours sans réponse à la radio, un hélicoptère de la garde nationale a été envoyé pour survoler l'itinéraire présumé de Jonathan. Rechercher depuis les airs dans de telles conditions revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Des plaines blanches à perte de vue, des falaises, des forêts de sapins denses. Le pilote et l'observateur ont scruté la zone pendant des heures. Puis, vers midi, ils l'ont aperçu. Une tache sombre sur le manteau blanc éblouissant de la vallée gelée où serpentait Delta Creek. Alors que l'hélicoptère descendait, la scène qui s'offrit à leurs yeux défiait toute logique. C'était le traîneau de Jonathan. Il se trouvait au milieu d'un vaste espace glacé et dégagé. 6 chiens, toujours attelés, gisaient là blottis les uns contre les autres dans la neige. Ils étaient darumés, vivants, mais semblaient épuisés et effrayés. L'hélicoptère a atterri à distance et 2 sauveteurs se sont dirigés vers le traîneau. Il n'y avait pas la moindre empreinte humaine
à des dizaines de mètres autour du traîneau, et des chiens. Pas une seule. La neige était immaculée, à l'exception des empreintes des pattes des chiens et des traces des patins du traîneau qui menaient jusqu'ici puis s'interrompaient. C'était comme si Leslie Jonathan s'était évaporée du traîneau. L'inspection des lieux souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Le traîneau était entièrement équipé. Des provisions, du combustible pour le réchaud, un sac de couchage, une tente. Tout était à sa place, soigneusement arrimé. Son fusil se trouvait dans un étui attaché au traîneau. Plus tard, un examen confirmera que le chargeur était plein et qu'il n'y avait pas de balles dans la chambre. L'arme n'avait pas été utilisée. Son thermos contenant du thé froid était posé sur le traîneau. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun désordre. Les chiens, bien qu'effrayés, n'étaient pas blessés. Ils avaient faim et soif, mais ils étaient calmes. C'était comme si leur maître s'était levé et s'était volatilisé. Une opération de recherche au sol a été lancée. Une équipe de trappeurs, comme Jonathan, et plusieurs gardes forestiers ont ratissé la zone mètre par mètre. Les 2 premiers jours n'ont rien donné. La théorie la plus plausible était qu'il était tombé à travers la glace. Mais les ingénieurs arrivés sur place ont foré la glace dans un rayon de plusieurs kilomètres. Elle était épaisse de plus d'1 mètre, sans fissure ni trou. Cette théorie a été écartée. Ils ont alors suggéré une crise cardiaque soudaine ou un autre problème médical. Mais même dans ce cas, l'homme aurait dû tomber du traîneau, laissant des traces. Il ne pouvait pas avoir disparu comme ça. Le détail le plus étrange concernait les chiens. Le chien de tête, nommé Kai, était connu pour son tempérament calme et confiant. Les sauveteurs le trouvèrent recroquevillé sous le traîneau, gémissant et grognant contre quiconque tentait de l'approcher. Tous les chiens montraient qu'on fait des signes de stress extrême. Quelque chose les avait profondément effrayés. Au 3e jour des recherches, l'un des pisteurs, un Indien athabascan nommé Joe Whitehorse, s'est éloigné de près d'1 kilomètre à l'ouest de la route principale, empruntée par le groupe, en direction d'une pente boisée. Ce qu'il y a découvert a changé le cours de toute l'enquête et l'a transformé en quelque chose de complètement différent d'une opération de sauvetage. Ce n'était pas des traces, il s'agissait plutôt de sillons profonds dans la neige. Ils étaient espacés de manière irrégulière et ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Ce n'étaient pas des traces d'ours, car les grizzlies hibernent à cette période de l'année. Ce n'étaient pas non plus des traces de loups ou de gloutons. Les sillons étaient longs, étroits et creusés jusqu'à 30 cm de profondeur dans la neige. C'était comme si quelqu'un avait transpercé la neige avec quelque chose de long et de dur, comme des béquilles. Mais ces béquilles laissaient une empreinte trop étroite, et il n'y en avait pas seulement 2, mais parfois 3 ou 4 dans un groupe, comme si la créature s'appuyait sur plusieurs membres à la fois. Joe suivit cette étrange chaîne d'empreintes. Elle menait en haut de la pente, dans une épaisse forêt d'épicéas. Après quelques centaines de mètres, il trouva le premier objet de Jonathan, sa lourde parka. Elle n'avait pas été retirée proprement. Elle était déchirée au niveau des coutures, dans le dos et sur les épaules, comme si elle avait été arrachée avec une force incroyable, sans être déboutonnée. Il n'y avait pas une goutte de sang sur le tissu, juste des vêtements déchirés grossièrement, jetés sur la neige. Il devenait évident que Leslie n'était pas partie de son plein gré. Le groupe continua à avancer sur le sentier. L'atmosphère était tendue. Les gens marchaient en silence, serrant fermement leurs armes. Des traces étranges les conduisirent plus profondément dans la forêt. Et là, ils commencèrent à trouver d'autres objets. Une raquette de neige cassée en 2 qui avait été attachée au sac à dos de Jonathan. Un briquet était tombé de sa poche, puis ils virent pour du sang. Plusieurs gouttes sur la neige. Et à côté,
Il y avait quelque chose qui fit taire même les chasseurs les plus expérimentés. C'était une canine, énorme, jaunâtre, longue d'environ 10 cm, recourbée comme un poignard. Elle n'appartenait à aucun prédateur connu en Amérique du Nord. Elle était trop fine pour un ours et de forme totalement différente de celle d'un loup ou d'un cougar. Elle gisait là, dans la neige, à côté des gouttes de sang qui, comme l'analyse le confirma plus tard, appartenaient à Leslie Jonathan. Les recherches furent interrompues à la tombée de la nuit. Le lendemain, le quartier général de l'opération reçut des ordres d'anchorage. Tous les volontaires et les chasseurs locaux furent sommés de quitter la zone. Une équipe spéciale arriva sur les lieux, qui n'appartenaient pas au service des parcs. Ces personnes étaient vêtues d'uniformes militaires, restaient entre elles et ne parlaient à personne. La raison officielle était un risque accru d'avalanche et des conditions météorologiques difficiles. Pourtant, le temps était clair. Les recherches ont été interrompues au bout de 2 jours. Leslie Jonathan n'a jamais été retrouvée. La conclusion officielle était la suivante. Disparu, présumé mort à la suite d'un accident dans la nature. Le rapport final ne mentionnait pas les traces étranges, les parkas déchirés, ni la canine trouvée. L'affaire a été classée. Nous ne saurons probablement jamais ce qui est arrivé à Leslie Jonathan. Son nom a été ajouté à la longue liste de ceux qui ont disparu sans laisser de traces dans les contrées sauvages de l'Alaska. Mais l'histoire de sa disparition n'est pas seulement une tragédie. Elle nous rappelle de manière effrayante que dans les coins les plus sauvages et les plus intacts de notre planète, il existe peut-être des formes de vie qui ne correspondent pas à notre compréhension de la biologie. Des prédateurs qui ont évolué dans un isolement total et pour lesquels les humains ne sont rien d'autre que des proies. Et parfois, lorsque les humains s'aventurent trop loin, ils risquent de rencontrer ce qui les attend dans le pergélisol. « 8 septembre 1987. Parc national olympique, État de Washington. Une vaste région sauvage où la forêt pluviale tempérée rencontre des pics rocheux. La journée était claire et chaude pour un début d'automne, des conditions idéales pour travailler en plein air. Martin Krause, un assistant garde forestier de 31 ans, était exactement le genre de personne que l'on souhaite voir dans un travail comme celui-ci. Il était en excellente forme physique, méticuleux, méthodique et connaissait ses sentiers comme sa poche. Ce n'était ni un novice ni un aventurier. C'était son métier et il le prenait très au sérieux. Sa tâche du jour était tout à fait routinière, voire ennuyeuse. Vérifier quelques cabanes abandonnées et anciennes cabanes de mineurs dans la région du sentier Snowhook. C'était la procédure habituelle avant le début de la saison des pluies. S'assurer que les bâtiments n'étaient pas occupés par des squatteurs, endommagés par des vandales ou dangereux pour les randonneurs qui pourraient s'égarer. Il emportait un sac à dos léger contenant de l'eau, de la nourriture pour la journée, une trousse de premiers secours et sa petite radio transistor, qu'il écoutait souvent pendant ses pauses pour rompre le silence de la forêt. Avant de partir, comme toujours, il laissa une note dans son journal. Il indiqua son itinéraire exact, dressa la liste des cabanes qu'il prévoyait de visiter et indiqua l'heure à laquelle il pensait être de retour, soit vers 20 heures, c'est-à-dire dans 12 heures. Il se mit en route et personne ne le revit. Il ne revint pas ce soir-là. Au début, personne ne donna l'alerte. Dans un tel terrain, un retard de quelques heures n'avait rien d'inhabituel. Il avait peut-être trébuché sur un arbre tombé et devait trouver un moyen de le contourner. Ou peut-être avait-il été retardé par la rédaction d'un rapport sur l'une des cabanes. Mais lorsqu'il ne réapparut pas le lendemain matin et que sa radio resta silencieuse, le garde forestier en chef donna l'alerte. 24 heures s'étaient écoulées.
À midi, après 36 heures, une opération de recherche à grande échelle était en cours. Des dizaines de gardes forestiers, de bénévoles et plusieurs unités cynophiles participaient aux deux recherches. Les sauveteurs étaient convaincus qu'ils le retrouveraient Lunter rapidement. Le temps était clément. Cross était un professionnel expérimenté, et s'il lui était arrivé quelque chose, une blessure, une chute, il devait se trouver quelque part près du sentier. Mais le premier jour de recherche n'a rien donné. Le deuxième non plus. Les chiens ont perdu sa trace à environ 3 km du départ du sentier. Ils l'avaient déjà perdu. Il n'y avait aucune trace divergente, indiquant qu'il s'était écarté de la route. Son odeur avait disparu, à un endroit, comme s'il s'était évaporé dans les airs. Le 4e jour des recherches, le 12 septembre, l'un des groupes passait au peigne fin, les broussailles épaisses au nord du sentier. L'un des volontaires a levé les yeux et a aperçu quelque chose qui n'avait pas sa place dans la forêt. À environ 20 mètres du sentier, à un peu plus de 2 mètres de hauteur, la radio de Cross était suspendue à une branche lisse et solide d'un sapin de Douglas. Cette découverte a immédiatement soulevé de nombreuses questions. La radio était suspendue à sa sangle en cuir, soigneusement passée autour de la branche. Elle n'avait pas été jetée là. Si tel avait été le cas, elle serait probablement tombée ou se serait accrochée à quelque chose. Elle avait été suspendue là, délibérément. La branche était trop haute pour être atteinte depuis le sol. Il aurait fallu sauter ou grimper. Mais le plus étrange était ce qui se trouvait sous l'arbre, ou plutôt ce qui n'y était pas. Le sol sous l'arbre, recouvert d'une épaisse couche de mousse, de fougères et d'aiguilles de pin, était intact. Pas une seule empreinte de pas, pas une brindille cassée, pas une trace de mousse aplatie. Rien n'indiquait que quelqu'un s'était tenu là pour essayer d'atteindre la branche. Aucune trace ne menait à l'arbre depuis le sentier, ni de l'arbre vers la forêt. C'était physiquement impossible. Pour accrocher la radio, quelqu'un aurait dû laisser au moins une trace, mais il n'y en avait aucune. Les recherches se concentrèrent immédiatement dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'arbre. Les gardes forestiers passèrent au peigne fin, chaque ravin, chaque ruisseau, chaque corniche rocheuse. Ils ne trouvèrent rien. Pas de sac à dos, pas de vêtements, pas de traces de sang, pas de signes de lutte, rien. Les enquêteurs ont commencé à examiner différentes hypothèses qui se sont toutes révélées être des impasses. Une attaque par un animal sauvage? Impossible. Un ours ou un cougar aurait laissé des traces, du sang et des vêtements déchirés. Et il n'aurait certainement pas accroché une radio à une branche d'arbre. Un vol ou un meurtre? Cross n'avait pas d'ennemis, et là encore, il n'y avait aucun signe de lutte. Pourquoi l'agresseur aurait-il pris toutes ses affaires, mais laissé la radio derrière lui? De manière aussi visible? Un accident? S'il était tombé et s'était blessé, il aurait été retrouvé. Il n'aurait pas pu aller loin de l'endroit où il avait laissé la radio. Une disparition volontaire? Martin était marié, avait une vie stable et aimait son travail. Il n'avait aucune raison de tout abandonner et de partir. Et même si l'on suppose que c'était le cas, le geste concernant la radio semble être un geste symbolique dénué de sens qui ne correspond pas à la logique d'une fuite. Peu à peu, l'attention s'est portée sur l'état psychologique de Cross. Ses collègues le décrivaient comme une personne tout à fait stable et équilibrée. Cependant, l'un de ses amis proches a mentionné plus tard que Martin était devenu un peu plus renfermé au cours des semaines précédant sa disparition. Les chercheurs ont atteint les cabanes qu'il était censé inspecter. Les 4 premières étaient en ordre, vides et intactes, mais dans la dernière, la plus éloignée, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Sur le sol en bois poussiéreux, quelqu'un avait disposé plusieurs petites spirales parfaitement symétriques, faites de petits cailloux de rivière. Cela ne ressemblait pas à un jeu d'enfant ni à un rituel. C'était un processus méthodique, précis et totalement dénué de sens.
Rien n'indiquait que Cross avait fait cela, mais il n'y avait aucun autre signe de présence humaine dans la cabane. Cela a donné lieu à la théorie la plus troublante, une crise psychotique soudaine et aiguë. Martin Cross aurait-il, pour une raison inconnue, perdu le contact avec la réalité au milieu de son voyage? Aurait-il pu entrer lui-même dans la cabane, passer des heures à disposer ses spirales, puis, en partant, commettre un dernier acte significatif mais irrationnel, accrocher sa radio à une branche en guise d'adieu, avant de disparaître dans la partie la plus dense de la forêt pour ne jamais revenir? Cette version est plus effrayante que n'importe quel prédateur ou meurtrier. Elle suggère que le plus grand danger pour l'homme dans la nature n'est pas ce qui se cache à l'extérieur, mais ce qui peut soudainement se briser à l'intérieur. Les recherches actives ont été interrompues après 2 semaines, lorsque les pluies d'automne ont commencé, effaçant toute trace hypothétique qui aurait pu subsister. Martin Cross n'a jamais été retrouvé. 7 ans plus tard, il a été officiellement déclaré mort. L'affaire a été classée. Il ne restait de lui que cet artefact silencieux, une radio qui est de rester suspendue à un arbre pendant plusieurs jours avant d'être retirée et placée dans une boîte avec d'autres preuves. Le parc national de Kenai Fjords, en Alaska, en juillet, est un spectacle difficile à décrire avec des mots. Une glace d'un bleu éclatant, de l'herbe vert émeraude qui pointe entre les rochers, et un silence assourdissant, rompu seulement par le craquement du glacier et les cris des oiseaux. Le glacier Exit est la partie la plus accessible de ce monde glacé. Plusieurs sentiers bien entretenus y mènent, et des centaines de personnes les empruntent chaque jour. Ce n'est pas une région sauvage isolée, mais une destination touristique très prisée. C'est pourquoi ce qui s'est passé le 15 juillet 2001 semble si impossible. Andrew Kane n'était pas un adolescent comme les autres. Calme et réfléchi, il était passionné de photographie. Alors que ses camarades s'adonnaient au sport ou aux jeux vidéo, Andrew économisait pour acheter de nouveaux objectifs pour son appareil photo argentique, Canon EOS Rebel 2000. Il rêvait de partir en voyage en Alaska avec sa famille. Il pouvait rester assis pendant des heures au même endroit, attendant la lumière idéale pour prendre la photo parfaite. Ce jour-là, la famille d'Omi Kane s'était jointe à un petit groupe de randonneurs pour une excursion vers un point de vue près du glacier Exit. Le parcours était assez complexe, environ 5 km, aller simple. Conformément à la procédure habituelle, le guide a divisé le groupe en binômes afin que personne ne se perde. Le partenaire d'Andrew était un autre adolescent, Kevin Richardson, âgé de 16 ans. Au début, tout se passait comme d'habitude. Le groupe progressait lentement sur le sentier. Andrew s'arrêtait fréquemment pour prendre des photos, mais rattrapait rapidement les autres. Kevin, son partenaire, a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'ils ne se parlaient presque pas. Andrew était totalement absorbé par ce qu'il faisait. À mi-chemin du sommet, le sentier décrit une courbe et offre une vue imprenable sur le champ de glace. Le soleil est sorti de derrière les nuages et la lumière se reflétant sur le glacier créait un spectacle magnifique. C'est à ce moment-là qu'Andrew s'est arrêté. Selon Kevin, il a levé son appareil photo et a prononcé les derniers mots que quiconque lui ait jamais entendus. « Waouh! Continue, je te rattrape dans 1 minute. » Kevin a acquiescé et a continué, rattrapant le groupe qui n'était plus qu'à 30 mètres devant lui. Il ne voyait rien de dangereux. Il se trouvait sur un sentier large et bien visible. Il y avait d'autres touristes dans les environs. Que pouvait-il se passer en 1 minute? La minute s'est transformée en 5 minutes. Lorsque le groupe de tête a atteint une petite plateforme d'observation, Kevin s'est retourné. Andrew n'était pas sur le sentier. Il a décidé qu'il était encore en train de prendre des photos
ou qu'il avait peut-être décidé de faire demi-tour. Il en a informé le guide, mais il n'y a pas prêté attention, pensant que le jeune homme s'était simplement laissé emporter et qu'il allait bientôt réapparaître. Mais il n'est pas réapparu. 20 minutes plus tard, lorsqu'il est devenu évident qu'Andrew avait disparu, le guide a envoyé l'un de ses assistants sur le sentier. Il y atteint le début du parcours, mais Andrew était introuvable. La panique a commencé à s'installer. Le groupe est descendu en criant son nom. Il n'y a eu aucune réponse. Dans la soirée, le service du parc national a lancé une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle. Les premières 48 heures sont les plus critiques pour retrouver une personne disparue. Toutes les ressources disponibles ont été déployées dans l'opération. Des dizaines de sauveteurs à pied, des gardes forestiers, des bénévoles, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique et plusieurs équipes cynophiles. Ils étaient damnés convaincus qu'il s'agissait d'un cas classique. Le plus probable était que l'adolescent s'était tordu la cheville en sortant du sentier ou s'était perdu dans les épais bosquets d'Aulnes qui bordaient le parcours. Mais les recherches n'ont rien donné. Les chiens ont repéré l'odeur d'Andrew sur le sentier, les conduisant directement à l'endroit où Kevin l'avait vu pour la dernière fois, et rien. La piste s'arrêtait là. Elle ne continuait ni à droite ni à gauche. Elle disparaissait comme si Andrew s'était évaporé à cet endroit. Les sauveteurs ont passé au peigne fin chaque centimètre carré autour de cet endroit. Aucun signe de lutte, aucun signe de chute depuis la pente, pas le moindre vêtement. Rien. À la fin de la deuxième journée, l'espoir de retrouver Andrew vivant commençait à s'amenuiser. Le temps se détériorait et une pluie froide tombait pendant la nuit. Puis, le troisième jour, l'équipe de recherche, en inspectant une moraine rocheuse, un amas de rochers laissé par un glacier, à environ 1 kilomètre du sentier, fit sa première découverte. Et cette découverte n'a pas clarifié la situation, mais l'a au contraire rendue encore plus confuse. C'était la chemise d'Andrew, la chemise en flanelle rouge et bleue qu'il portait ce jour-là. Mais elle n'était pas simplement posée par terre. Elle avait été soigneusement étalée et maintenue en place par 3 énormes rochers de granit. Le chef de l'équipe de recherche, David Rask, un garde forestier expérimenté, a décrit cet élément comme très inhabituel dans son rapport. Les pierres étaient lourdes. Chacune pesait entre 40 et 60 kilos. Une seule personne, sans parler d'un adolescent de 17 ans, n'aurait pas pu les soulever et les placer soigneusement sur la chemise. Cela aurait nécessité l'effort d'au moins 2 hommes adultes ou l'utilisation d'un levier, mais il n'y avait aucune trace d'un tel dispositif à proximité. La chemise elle-même n'était ni déchirée ni tachée de sang. Elles étaient enfoncées dans le sol sous le poids énorme. Cela ne ressemblait pas à un accident, mais plutôt à un acte délibéré. Quelqu'un voulait que cette chemise soit trouvée, mais avait pris des mesures inhumaines pour la mettre en sécurité. Cela n'avait aucun sens. C'était comme un rituel ou un message écrit dans une langue que personne ne comprenait. Cette découverte était choquante. La théorie principale était désormais celle d'un enlèvement et d'un meurtre. Le FBI se joignit à l'enquête. Les agents commencèrent à réinterroger toutes les personnes qui avaient été sur les lieux ce jour-là. Mais tous les touristes du groupe d'Andrew avaient omis des alibis et leurs déclarations concordaient. Personne n'avait rien vu de suspect. Personne n'avait vu Andrew parler à quelqu'un. Le lendemain, 4e jour des recherches, un autre groupe fit une deuxième découverte encore plus étrange. À environ 1 kilomètre de l'endroit où la chemise avait été trouvée, dans une direction complètement différente, au bord d'un torrent glacial, les bottes d'Andrew gisaient sur le sol, de lourdes bottes de randonnée, comme si quelqu'un les avait jetées par terre. Il n'y avait aucune empreinte autour, ni pieds de l'homme nus, ni autres empreintes. Le sol était humide, et toute empreinte aurait été visible, mais il n'y en avait aucune.
Ces deux découvertes, faites à un jour d'intervalle, non seulement n'ont pas aidé l'enquête, mais l'ont complètement bloquée. Imaginez la scène, la chemise d'un homme retrouvée sous de lourds rochers à un endroit. À 1 kilomètre de là, de l'autre côté, ses bottes sont posées par terre. Entre ces deux points, le terrain est accidenté. Broussailles épaisses, rochers pointus et ruisseaux glacés. L'idée qu'Andrew ait lui-même retiré sa chemise, les dents lestées avec des rochers, puis ait marché 1 kilomètre pieds nus à travers ce terrain pour retirer ses bottes et disparaître, semblait absurde. Les enquêteurs du FBI et les gardes forestiers étaient vompés confrontés à une énigme sans solution. Examinons les principales théories et pourquoi aucune d'entre elles n'est dévalable. Théorie numéro 1. L'accident. C'était la première théorie et la plus évidente, mais les découvertes l'ont réfutée. Une personne en détresse, par exemple quelqu'un qui serait tombé et se serait blessé, n'aurait pas gaspillé son énergie à cacher ses vêtements sous des rochers et à ranger soigneusement ses chaussures. De plus, son corps ou son sac à dos se serait trouvé à proximité. Mais une fouille minutieuse de la zone, y compris des crevasses et des plans d'eau, n'a rien donné. Deuxième version. Attaque par un animal sauvage. On trouve des ours noirs et des grizzlies dans le parc national de Kenai Fjords. Une attaque d'ours est toujours un spectacle brutal et sanglant. Elle laisse derrière elle des vêtements déchirés, du sang et des signes évidents de lutte. Rien de tout cela n'a été trouvé. La chemise était intacte. Les bottes n'avaient ni pas été touchées. Aucun prédateur n'est capable d'une manipulation aussi délibérée et étrange des effets personnels de sa victime. Troisième version, enlèvement et meurtre. Cette version est devenue la principale après la découverte de la chemise sous les rochers. Le poids des rochers indiquait l'implication de tiers. Peut-être Andrew avait-il été témoin d'un acte illégal. Peut-être avait-il rencontré des criminels sur le sentier. Mais là encore, la logique ne tient pas. Pourquoi les meurtriers auraient-ils créé une nature morte aussi complexe et bizarre avec les effets personnels de leurs victimes? En général, les criminels essayent de se débarrasser du corps et des preuves aussi rapidement et discrètement que possible. Ils ne perdent donc pas de temps à traîner des pierres lourdes ou à placer soigneusement des chaussures à 1 kilomètre des autres preuves. Cela ne cache pas les traces, mais attire plutôt l'attention sur elles et crée un mystère. La famille Domkin n'avait pas d'ennemis. C'était une famille ordinaire de classe moyenne, ce qui excluait l'enlèvement contre rançon. Quatrième version, disparition volontaire ou suicide. Les amis et la famille ont unanimement déclaré qu'Andrew était un garçon tout à fait normal, passionné par son hobby. Il avait des projets d'avenir, notamment s'inscrire à l'université pour étudier l'art. Il n'avait aucun antécédent de dépression ou de tendance suicidaire. Mais même en supposant un effondrement mental soudain, cela n'explique pas l'impossibilité physique de déplacer ces rochers seul. Le ranger David Rusk, qui a dirigé les recherches, a déclaré dans une interview non officielle 10 ans plus tard, « En 30 ans de service dans le parc, j'ai vu des dizaines de tragédies. Des gens tombent des falaises, se noient dans les rivières, meurent de froid dans des tempêtes de neige ou sont tués par des ours. Chacune de ces morts laisse une trace soumise aux lois de la physique. Il y a toujours une logique, même si elle est cruelle. Dans le cas de Kane, il n'y avait aucune logique. Nous avions l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui fonctionnait selon des règles complètement différentes, des règles qui nous étaient étrangères. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était comme une déclaration, mais nous ne pouvions pas la déchiffrer. Les recherches se sont poursuivies pendant 2 semaines, mais en vain. Ni le sac à dos d'Andrew, ni l'appareil photo Canon qu'il avait utilisé pour prendre sa dernière photo n'ont jamais été retrouvés. C'est particulièrement tragique. La seule chose qui aurait pu éclairer les derniers instants de sa vie, l'image sur la pellicule,
a disparu avec lui. Que s'est-il passé? Nous ne le saurons jamais. Peut-être qu'Andrew a effectivement rencontré des gens et que ce qu'ils ont fait de ces affaires était le résultat de la drogue ou d'un esprit cruel et tordu. Peut-être s'est-il passé quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais les faits restent bons les mêmes. Une chemise enfouie sous de lourds rochers, des bottes abandonnées à 1 kilomètre de là, et aucune trace de l'homme qui s'est éloigné du groupe un instant pour immortaliser la beauté du glacier. Cette beauté a été la dernière chose qu'il ait jamais vue. Son histoire nous rappelle de manière effrayante que parfois, les mystères les plus terrifiants restent sans réponse, ne laissant derrière eux que le vide et des questions sans réponse. C'est tout, mes amis. Les mystérieuses disparitions en Alaska restent non élucidées, et chaque nouvelle histoire ne fait que renforcer le sentiment que ces terres recèlent des secrets qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Si vous avez trouvé cela intéressant, aimez, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires laquelle de ces histoires vous semble la plus mystérieuse. D'autres cas encore plus effrayants et inexplicables vous attendent. Ne les manquez pas.